Merci d'être venu ce soir. Pas besoin de vous présenter Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Je pense que vous le connaissez tous. Il est déjà venu à Beaucaire d'ailleurs en 2015. On espérait qu'il reviendrait avant, mais il y a eu la pandémie et nous-mêmes on s'est mis en sommeil pendant 2 ans. Voilà. Donc on lui a demandé de venir pour nous parler de la compatibilité ou de l'incompatibilité des engagements antiracistes et politiques. Parce qu'on se rend compte que, surtout ici à Beaucaire, mais pas qu'à Beaucaire, les gens ont un peu de mal à concilier les deux. C'est-à-dire que s'ils s'engagent dans l'antiracisme, ils ne font que ça. S'ils s'engagent en politique, ils ne font que ça. Ils ne veulent pas que ça rejaillisse l'un sur l'autre. Voilà, donc on lui a demandé de venir nous en parler. Et bien évidemment, moi particulièrement, ce qui me tient à cœur, c'est le fait que dans une ville gérée par l'extrême droite, il y a des risques de compromission énormes, avec des exemples qui ne sont plus à signaler, parce qu'ils l'ont été auparavant. Et puis le fait d'être plus ou moins, on va dire, touché par l'idéologie du pouvoir en place. Voilà. Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte d'ailleurs, mais ils s'engagent d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait ils font souvent le jeu de la mairie ou des politiques plus haut placés. Voilà. Donc on lui a demandé de venir nous parler de tout ça. Ok, très bien. Ben, je vais en parler. Je vais essayer. D'abord sur la question, d'abord bonsoir, je vais dire à toutes et à tous. À tout et à lui. Donc, bonsoir et merci pour votre présence. Et je pense que sur la question de est-ce qu'on peut concilier un engagement antiraciste avec un engagement politique, il faut quand même rappeler que les dynamiques antiracistes, elles s'incarnent dans l'histoire. Et à chaque fois qu'elles s'incarnent dans l'histoire, elles ont un rapport avec le politique. On peut penser à la controverse de Valladolid au XVIe siècle, où Las Casas défendait le fait que les Indiens avaient une âme, alors que Sepúlveda disait l'inverse. Et là, ça correspondait à la question de est-ce qu'on peut esclavagiser ou non les Indiens. Et là, ça correspondait aussi au pouvoir royal portugais en l'espèce, la question de la papauté, puisque c'était une controverse qui avait notamment été, j'allais dire, faite sous la coupe du pape de l'époque. On peut penser évidemment au mouvement abolitionniste, tous ceux qui, dans le cadre notamment de la Révolution française, se sont engagés pour l'abolition de l'esclavage, la Société des Amis des Noirs, les différents abbés d'ailleurs à l'époque qui se sont engagés dans le mouvement pour l'abolition de l'esclavage, qui étaient eux-mêmes souvent des députés ou avaient été députés dans des assemblées révolutionnaires et avaient poussé au vote de l'abolition de l'esclavage en 1794, et évidemment la seconde abolition de l'esclavage, parce que je rappelle que Bonaparte avait rétabli l'esclavage en 1802, la deuxième abolition de l'esclavage en 1848 avec Victor Schœlcher, qui lui-même est un responsable politique qui avait porté le mouvement abolitionniste. On peut continuer évidemment avec l'affaire Dreyfus. On voit bien que c'est aussi un mouvement qui a un rapport intime avec le politique, ça implique le président. Ce sont des débats enflammés à la Chambre des députés et au Sénat. Beaucoup de personnes sont engagées, de responsables politiques sont engagés dans la fondation à l'époque de la Ligue des droits de l'homme qui naît de cette affaire Dreyfus, de la question de l'antisémitisme, de la question de la raison d'État qui était avancée pour éviter de réviser le procès de celui dont tout le monde savait, y compris ceux qui le vouaient aux gémonies, qu'il était innocent de ce dont il avait été accusé par l'armée. On peut penser évidemment à tout l'engagement contre le nazisme, on peut penser aux décolonisations, au mouvement pour les décolonisations, on peut penser à la lutte contre l'apartheid. Il y a quelques jours,
puisque c'est le 11 février que Mandela avait été libéré, le 11 février 1990, on commémorait cette date de la libération de Mandela, qui a mené un combat antiraciste et est devenu président de la République entre 1994 et 1999. Évidemment, le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. On pourrait même penser à l'abolition de l'esclavage encore auparavant aux États-Unis, parce que j'en ai pas parlé, en 1865, qui est une des affaires quand même de la guerre de sécession. Enfin, pendant la guerre de sécession, bon, c'est pas pour ça qu'ils se sont fait la guerre au point de départ, contrairement à ce qui est souvent dit, mais bon, en tout cas, à la fin, ça a quand même conduit à l'abolition de l'esclavage tel que Lincoln l'avait promise. Donc, en réalité, il y a un lien intime entre la dimension politique et la dimension antiraciste, et pour une raison très simple, c'est que l'antiracisme traite d'un sujet qui est comment on traite les autres. Et que, évidemment, dans la vie politique, et la politique c'est la police grecque, c'est la cité grecque, c'est, eh bien, finalement, on s'occupe de comment on vit les uns avec les autres et comment on organise la vie en société, qui est souvent une vie dans laquelle il y a beaucoup de raisons pour se mettre dessus, pour dominer l'autre, pour l'exclure, et comment finalement on organise la société de telle sorte à ce que la société elle tienne et ne bascule pas dans des cycles de vengeance ou dans des guerres civiles, et comment la société est structurée par un ensemble de valeurs, de principes, et notamment en ce qui concerne la France, évidemment, un principe d'égalité qui est affirmé et sur lequel s'appuient les mouvements antiracistes, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'ailleurs. Donc il n'y a pas évidemment de contradiction entre l'antiracisme et l'engagement politique. Et on pourrait même dire d'ailleurs qu'il serait de bon ton que lorsque l'on est engagé en politique, on ait quelque chose d'un engagement antiraciste, à titre associatif ou en tout cas à titre intellectuel, parce que si vraiment on est sincère dans un engagement républicain, par exemple, même si la République a une histoire très compliquée avec l'antiracisme à travers les questions coloniales, notamment la Troisième République, mais quoi qu'il en soit, la République telle qu'elle est fondée sur ses principes, évidemment, si on est cohérent avec ces principes-là, eh bien, l'antiracisme doit être une des dimensions de l'engagement de tout républicain. D'ailleurs, Camille Desmoulins, lorsque, en 1794, à l'Assemblée, ce qu'on appelait le parti colonial, c'est-à-dire ceux qui défendaient les colons, notamment de nos anciennes colonies, donc la Martinique, la Guadeloupe, mais enfin, vous allez abolir l'esclavage, mais enfin, si on abolit l'esclavage, nous allons perdre nos colonies, parce que de toute façon, ce sera foutu, on n'arrivera plus à les tenir, hein, puisqu'évidemment, il y avait une immense majorité d'esclaves et très très peu de colons, et Camille Desmoulins avait dit « périssent nos colonies plutôt que nos principes hein. ». Il y a là évidemment quelque chose, c'est une très belle formule, qui apparemment serait de Robespierre selon certains, et que Camille Desmoulins lui aurait volé, mais bon, on fera une enquête la prochaine fois pour savoir si un copyright a été omis par Camille Desmoulins. Mais en tout cas ici, il y a bien quelque chose de la République, le système politique est bien fondé sur des valeurs, et que lorsque l'on fait de la politique, et c'est peut-être d'ailleurs, puisque tu parlais tout à l'heure des compromissions, notamment autour de ces principes, de ces valeurs, ben, c'est pas toujours très clair, etc. Ça ferait sans doute du bien aux partis politiques, souvent, de se dire que finalement, c'est quand même pas mal d'être régulièrement irrigué par des personnes qui mènent des combats dans la société, parce que sinon, on est dans des logiques parfois d'apparatchisme. Hein, il y a des gens qui sont là, comment dire, pourquoi ils sont là, quel combat vous avez mené? Aucun, vous pensez quoi? Rien, vous faites quel métier? Je suis assistant parlementaire. Bah, d'accord, enfin, tout ça est très sympathique, mais enfin, quand même, c'est très étrange comme, comment dire, si on n'est pas inclus dans, comment dire, avec un métier autre qu'un métier qui dépend d'un parti, si on n'a pas de combat spécialement mené dans sa vie, si on n'a pas une éthique que l'on défend, c'est étrange quand même comme rapport aux politiques. Et c'est pas sans rapport d'ailleurs avec l'évolution, je fais une petite parenthèse, des partis de gouvernement à gauche et à droite.
qui ont chuté très lourdement ces dernières années. Enfin, on voit bien comment la vie politique a été profondément perturbée par cet effondrement. On va dire d'un côté le PS et de l'autre côté l'UMP devenu LR. Et je pense que c'est pas sans rapport justement avec des partis qui progressivement, mais je veux dire c'est une logique, j'allais dire, qui arrive si on ne fait rien et si on ne contre pas ces dynamiques-là. Finalement, quand on est au pouvoir, on passe dans l'opposition, mais on va revenir au pouvoir. Et donc, se dire que, être irrigué par l'extérieur, parce que c'est toujours un peu chiant l'extérieur quand même, parce que ça vient perturber les choses, ça vient poser des questions, etc. À part que la vitalité d'un parti, et notamment ce qui concerne, ce qui m'intéresse plus, les partis de gauche, je pense que ça n'étonnera personne, c'est aussi comment finalement les combats, ils rentrent dans le parti, parce que, pourquoi je dis ça par rapport à la gauche? Parce que la gauche, elle a quand même aussi une éthique du changement. Évidemment, si on est sur des logiques plus conservatrices, les combats nouveaux, oulala, attention, freinons, parce que on sait ce qu'on a, c'est pas forcément formidable, mais ceux qui disent qu'il faut tout le temps tout changer, on ne sait pas tout ce que cela va produire. Et donc, par précaution conservatrice, gardons ce qu'on a. Dans ce cas-là, c'est vrai que des partis comme ça, s'il n'y a pas vraiment, j'allais dire, une connexion avec les combats qui se passent dans la société, finalement, c'est moins grave sans doute qu'à gauche, où là, quand on veut changer le monde, il faut aussi être aux côtés de ceux qui pensent le changement, de ceux qui se battent pour le changement, et que ça demande de la connexion. La connexion en faisant en sorte que, quand on est adhérent d'un parti, on soit aussi plongé dans d'autres combats associatifs, syndicaux, au demeurant. Notamment, je rappelle souvent aux gens que la montée en puissance, par exemple, du Parti socialiste dans les années 70 et 80, qui devient quand même une force hégémonique à gauche, et très fortement hégémonique, c'est aussi, on va chercher les gens de la CFDT, on va chercher la deuxième gauche de Rocard, on va chercher la jeunesse en donnant toute une série de signaux, ou en offrant des places, en offrant des espaces, etc. Parce qu'on va chercher les gens qui mènent des combats dans la culture. Souvent aujourd'hui les gens se moquent de Jack Lang, oui, l'homme des cocktails. Enfin, Jack Lang, c'est quand même pas n'importe qui. Lorsqu'il arrive en 80 au pouvoir, c'est toute la réflexion sur le spectacle vivant, par exemple. C'est pas pour rien qu'on se souvient encore de lui aujourd'hui comme le ministre de la culture emblématique. Il n'y a quand même pas beaucoup d'autres qui ont laissé autant de traces que lui. C'est pas le fruit du hasard. Quand on va chercher Badinter, mais c'est parce que dans toutes les années 70, il mène un combat contre la peine de mort. Quand on va chercher Gisèle Halimi, puisqu'elle a été députée quelques années, en 80, Gisèle Halimi, c'est aussi celle qui représente les combats pour les droits des femmes, la légalisation de l'avortement, la pénalisation du viol, etc. Enfin, je veux dire, il y a des combats qui rentrent finalement dans le politique. Et moi, je pense que, en fait, une des problématiques qui est vraiment très lourde en France, il me semble, ces dernières années, c'est justement que finalement, les combats, on les retrouve trop peu. Et quand on les retrouve trop peu dans un parti, ou en tout cas quand les gens qui militent sont trop peu dans un parti, ou trop peu connectés au parti, évidemment qu'il y a quelque chose de hors sol qui peut arriver. Parce que tout le monde, si on ne s'intéresse pas au combat antiraciste parce qu'on ne milite pas dedans, et d'ailleurs il y a plein d'autres combats à mener, je ne dis pas que tout est... une vie n'est pas suffisante pour mener tous les combats. On va dire aux gens, t'es pas dans le combat antiraciste, et comment ça? Il y en a qui sont dans le combat féministe, qui sont dans le combat pour le mal logement, il y a plein de très beaux combats à mener dans la société, mais c'est vrai qu'on ne peut pas mener tous les combats, ça c'est sûr et certain, mais c'est toujours bien d'être au contact de celles et ceux qui pensent des sujets, qui pensent les combats et qui les mènent. Et là, donc, je pense qu'il n'y a pas de contradiction, il y a au contraire une complémentarité. Alors évidemment, c'est vrai que, puisque tu parlais de la question de la compromission, on peut très bien mener des combats et vendre ces combats. On voit bien des gens qui arrivent par des combats menés, et qui après, très honnêtement, on ne voit pas très bien en quoi, les combats qu'ils ont menés, ils les défendent là où ils sont arrivés.
On voit même des gens qui parfois se retournent par rapport au combat qu'ils ont mené auparavant, y compris dans l'antiracisme. Hein. C'est déjà malheureusement arrivé. La compromission, elle peut aussi être liée au fait que, mais qui là serait plus du côté de ceux qui se prétendraient antiracistes, hein, parce que la compromission, elle peut être aussi intellectuelle, c'est-à-dire que la difficulté de l'antiracisme aujourd'hui, qui n'est pas sans rapport avec le fait que c'est compliqué aujourd'hui de s'intéresser à l'antiracisme, c'est que en fait, l'antiracisme est pris entre deux feux, est pris entre un feu de gens qui disent mais en fait, le vrai antiracisme, c'est l'antiracisme universaliste, laïque, etc., où souvent, je constate que ce sont des gens qui se cachent derrière des mots pour dire qu'il y a un problème avec les Noirs et les Arabes. Comme si les gens ne comprenaient pas. Et c'est des gens qui sont toujours très à cheval sur ces sujets, mais dès qu'il s'agit de dénoncer les discriminations raciales ou le fait qu'il y aurait du racisme dans la police, alors là, ils ne sont plus là. Mais dès qu'il y a quelqu'un d'un peu bronzé qui, quand il avait 16 ans, a écrit un truc chelou sur son fil Twitter, alors là, on peut avoir 12 tribunes qui sortent en disant « Ah bah voilà, c'est la preuve, ça y est, on y est, c'est la fin de la civilisation. » Bon, donc il y a quand même quelque chose, parfois de très malveillant, avec des perversions des mots. L'universalisme, la laïcité. D'ailleurs, est très étrange, parce que moi, je suis d'une génération, moi, quand on parle de laïcité et d'universalisme, moi, c'est forcément positivement connoté. Enfin, la laïcité, pour moi, c'est le génie français. Enfin, l'universalisme, bien sûr, évidemment. Mais quand je vois, comment c'est repris aujourd'hui, et même l'extrême droite qui veut utiliser ces mots, c'est que manifestement, il y a un problème, parce qu'en fait, ce sont des mots qui deviennent des masques à autre chose. Ce qui fait d'ailleurs que ces mots, quand on les utilise, en fait, les gens des plus jeunes générations, parfois, n'entendent pas la même chose. Et hop, laïcité, est-ce que ce ne serait pas contre nous? Moi, j'ai une génération, laïcité, d'abord, c'était un identifiant très clair du progressisme, de la gauche, et que l'extrême droite, qui a toujours été violemment anti-laïque. Hein. Je rappelle quand même que l'arrivée de Pétain au pouvoir, c'est aussi la revanche contre la laïcité, qui est mise en œuvre immédiatement par la Révolution nationale, ce qu'il appelle la Révolution nationale. Donc là, c'est vrai que c'est très compliqué pour l'antiracisme d'être confronté à des gens qui pilonnent régulièrement l'antiracisme en disant, en accusant l'antiracisme d'être différentialiste, woke, etc. Voilà, comme ça, avec des mots, on va dire les woke. Mais quoi les woke? Qu'on est woke, je sais pas, moi, oui, je sais pas, avec ou sans crevette, je sais pas, moi j'aime bien les woke, je sais pas de quoi on parler, et d'un seul coup, mais de quoi on parle? Alors évidemment, on peut prendre des cas, des positions caricaturales de gens qui vont raconter n'importe quoi en se déclarant antiracistes, hein, et expliquer que je sais pas quoi, les blancs ceci, et évidemment qu'on va trouver, mais on trouve toujours des gens totalement farfelus dans les combats qui vont raconter n'importe quoi, voire vont avoir des positions très problématiques et très dangereuses. Et d'ailleurs, c'est le deuxième problème auquel nous sommes confrontés. C'est vrai que l'antiracisme ne peut pas non plus être quelque chose de la revanche ou du corporatisme racial. Hein. On n'est pas là pour se venger parce qu'il y aurait eu le colonialisme il y a plusieurs décennies ou plusieurs siècles. Non, c'est pas de la vengeance, l'antiracisme. L'antiracisme réfléchit à la façon dont on peut vivre ensemble. Non pas d'ailleurs que les questions coloniales